Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Donc notre troisième session s'intéressera à la France en Europe avec une modeste intervention de cadrage et surtout trois communications que je présenterai peut-être tout à l'heure au fur et à mesure. Et si vous me permettez, je commence mon modeste cadrage et puis vous, naturellement, vous compléterez par vos trois interventions. Donc 1974, on a vu que c'était à la fois une année, mais une année, comme le disaient Gilles et Noéline, dans un moyen ou dans un long terme. Et 1974 n'est évidemment pas un isolat, mais doit être poursuivi dans un moyen et un long terme. Alors, concernant le sujet qui nous intéresse sur la France en Europe, c'est une année qui est composée à la fois de continuité par rapport à la période gaullienne, mais aussi d'équilibres qui sont remis en cause par des bouleversements internationaux. La France en Europe nous oblige à s'intéresser tout d'abord à la place de la France en Europe dans son ensemble, à la France de la place dans les institutions communautaires, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et donc à la politique européenne qui est menée et qui a été marquée un an auparavant, le 1er janvier 1973, par le premier élargissement des communautés européennes, entrée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, du Danemark, suite au refus de la Norvège. Mais ça nous oblige également à nous intéresser au rapport entre les Français et l'institution communautaire. Alors, l'Europe, qu'est-ce qu'elle représente pour la France à ce moment-là? L'Europe demeure pour la France un multiplicateur de puissance. La construction communautaire a été envisagée, et là nous sommes dans le moyen terme, depuis les dirigeants de la 4e République, comme une politique de puissance par la France, et elle est rattachée, mais là c'est marqué également dans la continuité, à la politique de grandeur nationale recherchée par le général de Gaulle et ses successeurs. Nous allons tenter de le montrer, et cela va nous permettre de cerner mieux probablement leur conception politique. Dans la pensée gaulienne, et je parle sous le contrôle de Bernard, l'État-nation est la seule entité porteuse de légitimité nationale et démocratique, mais également d'autorité publique, d'authenticité historique, ce qui retire de facto toute légitimité et toute recevabilité à une intégration fédérale et à une intégration supranationale. Des nuances et des inflexions apparaissent sous Georges Pompidou, qui est élu président de la République en juin 69, mais contre Alain Poher, qui lui-même se réclame d'un parcours très européen, et ce jusqu'à son décès pour Georges Pompidou le 2 avril 1974, puis sous son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, élu en mai 1974, qui lui se proclame libéral, européen et centriste. L'Europe de Georges Pompidou est une Europe avant tout pragmatique. Chez les successeurs du général de Gaulle, il existe bien l'idée que finalement la communauté devient un lieu d'action. C'est toutefois avec des nuances et des inflexions qu'il faut appréhender leurs pensées et leurs actions européennes. Ils s'accordent à reconnaître l'intangibilité de l'Europe, ils veulent œuvrer à son approfondissement, mais refusent toute rupture fédérale qui, selon eux, affaiblirait l'État et dissoudrait la nation. L'objectif de puissance est un objectif récurrent. Il faut bien sûr poursuivre la politique d'unification européenne reposant sur un principe d'égalité. Mais ce principe d'égalité, c'est en gardant à la France une place de primus inter pares. En réalité, on peut s'interroger sur le glissement de cette politique européenne de la France et y voir notamment, avec l'entrée de la Grande-Bretagne, le passage, me semble-t-il, d'une politique de puissance à une politique d'influence. Le jardin à la française est moins parfait désormais et s'opère ce transfert avec un chemin qui est fait de contretemps, comme Robert Frank l'avait parfaitement marqué. Georges Pompidou est un homme réaliste. Il a participé en tant que Premier ministre à la mise en œuvre du marché commun, il a participé à la PAC et sa vision de l'Europe est communautaire, diffère, me semble-t-il, dans sa finalité de celle du général de Gaulle. Car l'Europe, pour Georges Pompidou,
est indispensable, mais elle est indispensable au développement économique et industriel de la France. Elle représente la condition, elle représente la nécessité même du développement économique national. Il avance donc avec prudence, pragmatisme, réalisme sur une architecture européenne composée selon lui d'une confédération d'États, ce qui rejoint la vision gaullienne, certes, mais cette confédération d'États, elle doit préserver l'identité des États nationaux au sein d'instances de concertation uniquement intergouvernementales en refusant tout principe de supranationalité. À cet égard, le président Pompidou s'oppose à ce que le Conseil des ministres à Bruxelles recourt au vote à la majorité pour des décisions qui sont des décisions importantes. Il refuse, dit-il, que la Commission devienne un embryon de gouvernement européen. Je suis hostile, dit-il, absolument hostile. Il le dit juste avant la conférence de La Haye en décembre 69 au renforcement des pouvoirs de la Commission de Bruxelles. Toutefois, il déclare que l'Europe doit être une confédération d'États qui aliènent en partie leur souveraineté. En fait, il est plus ouvert à l'élaboration de gouvernance et de politiques communes. Il souhaite en effet étendre l'action des 6 au domaine monétaire, au domaine industriel et au domaine technologique. Dans cette même veine de refus du supranational, il s'oppose, contrairement à son successeur, à toute élection du Parlement européen au suffrage universel. Toutefois, il envisage des innovations institutionnelles, et ça c'est nouveau. Certes, elles n'aboutissent pas dans l'immédiat. Il propose en effet la tenue de conseils des ministres dans tous les pays membres ou encore de secrétariats d'État aux affaires étrangères installés à Bruxelles, dotés d'un pouvoir décisionnel, tout en restant bien sûr sous le contrôle des ministres respectifs des affaires étrangères. Des approfondissements institutionnels sont pourtant concrétisés et ils seront poursuivis et amplifiés sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Tout d'abord, l'instauration de sommets présidentiels qui deviendront le Conseil européen. Cette instauration de sommets présidentiels, à l'instar de la conférence de La Haye, qui est réunie en décembre 1969 et qui est en fait la première réunion intergouvernementale depuis 7 ans. Et cela acte le principe de réserver la détermination des grandes orientations de la politique communautaire à ces sommets présidentiels. En 1973, une périodicité régulière est prônée, certes sans effet immédiat lors du sommet de Copenhague, pour un exécutif européen réel, corollaire du gouvernement provisoire avancé par Jean Monnet. Y a-t-il eu des résultats tangibles ? Un résultat tangible issu du sommet de Paris, qui se tient en octobre 1972, tient tout simplement au choix d'une nouvelle terminologie, l'appellation que vous connaissez aujourd'hui d'Union européenne. Cette Union européenne est désormais, cette terminologie est désormais adaptée et adoptée pour désigner la future structure de l'Europe. Alors pourquoi Union européenne ? C'est le moyen d'éviter, dit Georges Pompidou, de parler ni de fédération, ni de confédération. Et oui, c'est plus simple, effectivement. La formule a la vertu d'être delphique. Pour moi, il s'agissait simplement de trouver une formule qui impliquerait que tout cela doit finir par fonctionner un jour. Le terme d'union était vague à souhait, bien sûr, c'est la raison pour laquelle il a été choisi. Il évitait surtout de choisir entre une confédération, chère à Georges Pompidou, et une fédération qui avait la préférence du chancelier Willy Brandt. La formule est imputée à Édouard Balladur, qui répond un jour à Michel Jobert, alors secrétaire général de l'Élysée, et qui lui demandait « Mais que signifie cette formule ?» Rien, mais c'est tout l'avantage. Ce nouveau réalisme européen et ses orientations sont confirmées et amplifiées par Valéry Giscard d'Estaing, qui lui parle d'Europe existentielle. Élu à la présidence en mai 1974, en même temps Helmut Schmidt, rappelons-le, remplace Willy Brandt,
Il se proclame libéral, centriste et européen. Ça a été rappelé ce matin, je crois, par Gilles. Il a été un membre actif du Comité d'action des États-Unis d'Europe, fondé en 1955 par Jean Monnet. Il fait de l'Europe sa priorité essentielle, mais tout en cherchant un subtil équilibre entre intergouvernementalisme et intégration européenne. En 1974, la France a regagné la confiance de ses partenaires. Ça lui permet d'avancer plus rapidement. À la notion de levier de puissance, de multiplicateur de puissance, le nouveau président Giscard d'Estaing ajoute celle d'interdépendance. Et tout en dépassant l'Europe des États en sauvegardant leurs droits, il condamne lui aussi et il combat lui aussi tout exécutif supranational. Cette interdépendance, qui prime désormais sur l'indépendance, doit favoriser la mise en place de politiques publiques communes. Dès le sommet de Paris, qui est tenu en décembre 1974, il prend, et les 9 prennent la décision de tenir des conseils européens 3 fois par an. La décision là est prise. Ce conseil a pour but d'être un organe décisionnel important, la voix de l'Europe, l'amorce d'un exécutif européen institutionnalisé seulement en 1986. Cette création du Conseil européen a été inspirée par Jean Monnet. Elle incarne la volonté de la France de ne pas déposséder les institutions communautaires, parce qu'on a encore la peur du plan Fouché de 1962, tout en lui laissant la latitude de décider de problèmes urgents à traiter sur les questions communautaires et notamment la coopération politique. En contrepartie de cette décision, on a 2 autres décisions qui sont prises. Une prise de décision tout d'abord à la majorité est envisagée au Conseil des ministres, ponctuellement pour le moment, une augmentation des prérogatives du Parlement européen, notamment sur les questions budgétaires, et enfin, vous le savez, l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, qui aura lieu pour la première fois en 1979. Donc cette Europe est un multiplicateur de puissance, mais cette France, elle est désormais dans une Europe élargie en but aux difficultés de son approfondissement. Dès le début de la campagne présidentielle en 1969, et en fait bien avant Georges Pompidou, le veto français à l'entrée de nouveaux pays avait été levé, dont évidemment la Grande-Bretagne. En 1969, il y a l'arrivée de ministres centristes dans le gouvernement, et ces ministres centristes sont favorables à cette ouverture européenne. Dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, je citerai Maurice Schumann aux Affaires étrangères, Jacques Duhamel à l'agriculture, Joseph Fontanet au travail, René Pleven à la justice, et cette configuration confirme effectivement cette ouverture. La concrétisation de l'arrivée de la Grande-Bretagne est très lente. Elle débute lors de la conférence de La Haye, qui a lieu le 1er et le 2 décembre 1969, et qui fait de l'élargissement le 3e élément du fameux triptyque de cette conférence: achèvement, approfondissement et élargissement. Cela passe par de très laborieuses négociations entre Georges Pompidou et le Premier ministre britannique Edward Heath, et une rencontre décisive finalement entre les 2 hommes le 20 et le 21 mai 1971. Dans sa conférence de presse du 21 janvier 1971, Georges Pompidou estimait que les propositions britanniques étaient à l'époque encore insuffisantes. Et il disait: « Les Anglais ont entre autres 3 qualités, l'humour, la ténacité et le réalisme. Il m'arrive de penser que nous en sommes encore au stade de l'humour. » En aval, le référendum voulu par le président pour soumettre ces élargissements aux Français augure en fait bien mal, et là c'est une histoire au long terme, de la confrontation des sujets européens et du suffrage universel. Certes, lors du référendum du 23 avril 1972, le oui l'emporte à 68%, mais 36% seulement des électeurs se sont déplacés aux urnes.
Il y a encore une thèse qui dit que l'entrée de la Grande-Bretagne est vue comme un moyen de faire pièce à l'Allemagne. En tout cas, la France venait de trouver dans la Grande-Bretagne un allié dans sa conception européenne et dans la défense d'une Europe intergouvernementale. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, enfin, en France, un référendum a permis aux citoyens d'autoriser la ratification d'un traité international et surtout de se prononcer enfin sur la construction européenne. L'enjeu du référendum a été voulu par le président de la République, Georges Pompidou, et il a été important à plus d'un titre. Selon un de ses conseillers diplomatiques, Jean-René Bernard, qui faisait abstraction des considérations de politique partisane, la levée du veto français est excessivement importante et l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun a été la décision de politique étrangère la plus lourde de conséquences par le président Pompidou. Décision centrale, elle a été conçue dès qu'il est arrivé aux affaires. En fait, on sait bien aujourd'hui que bien avant qu'il arrive aux affaires, sa décision était prise. Certes, les résultats ont été décevants, complexes, et conformément aux données sur l'opinion sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure, mais contrairement aux attentes de la majorité présidentielle et de Georges Pompidou, il me semble que les Français ont apporté un acquiescement mesuré plutôt qu'une franche adhésion à la construction de l'Europe. Les résultats, on l'a vu, se sont avérés très en deçà des volontés et des velléités de Georges Pompidou. Seulement 36% des inscrits, effectivement, il y a eu à peu près 40% d'abstention et près de 7% de bulletins blancs ou nuls. À moins d'un an des élections législatives, les résultats ont été évidemment interprétés différemment dans les deux camps. Si rien de très significatif ne fut réalisé dans le domaine des institutions communautaires, que le président Pompidou ne souhaitait pas renforcer, en revanche, il y a eu un sérieux travail et un sérieux problème ambitieux, un programme véritablement ambitieux d'approfondissement qui est mis au point sur un calendrier de 8 ans jusqu'en 1980 pour réaliser les décisions de La Haye. D'abord, l'union économique et monétaire, et ce n'est pas un petit chapitre. Et l'Union européenne, au contour, c'est vrai, encore flou. Le sommet de Paris de 72 a installé un fonds de développement régional, le FEDER, et a énuméré de très nombreuses entreprises et actions dans le domaine de l'industrie, de la science, de la technologie et de l'énergie. Certes, il est vrai que le peu de succès rencontré par le référendum n'a pas contribué à accélérer l'action du président Pompidou en matière européenne. Un exemple, le président Pompidou souhaitait, ainsi que certains de ses partenaires, l'installation à Paris d'un secrétariat politique permanent chargé d'aider la présidence pour la coopération politique. Il ne vit pas le jour car le président Pompidou souhaitait que cela soit et fût installé à Paris, ce que les partenaires, effectivement, n'ont pas voulu. Donc, il est vrai que, probablement, tous les partenaires de la France ne se désolèrent pas des résultats de ce référendum. L'union économique et monétaire, allez-vous me dire, eh bien, elle ne fut pas réalisée. Le plan Werner, qui date de ces années-là, Georges Pompidou n'en voulait pas. Il ne voulait pas d'une monnaie commune. Il concevait simplement une simple coordination entre les banques centrales. Ceci étant, il a dû se résoudre à la mise en place du serpent européen en mars 1972. En revanche, dans les domaines de la coopération politique, alors ce qu'on appelle coopération politique, il faudrait, à mon avis, mieux dire coopération étrangère, mais nous en reparlerons, c'est là où les progrès ont été les plus sensibles. En effet, la politique étrangère a fait son entrée, je dirais, à bas bruit dans les instances communautaires. Les résultats ont été certes limités, mais tout de même, il y a un résultat tout à fait probant et tout à fait marquant, c'est le succès des communautés dans les très longues négociations de la CSCE, notamment pour faire adopter la 3e corbeille dans l'acte final d'Helsinki, le 1er août 1975, 3e corbeille, je vous le rappelle, qui visait la circulation des personnes et des échanges culturels. Et le président Pompidou a beaucoup œuvré
pour effectivement ces négociations de la CSCE. La conférence, dit-il, sur la sécurité et la coopération en Europe, dont la préparation multilatérale doit désormais pouvoir s'ouvrir, il écrit cela en juillet 1972, fournira à tous les États intéressés, dans le respect de leurs alliances et de leur originalité, l'occasion d'exprimer librement leurs opinions sur l'avenir et l'opinion et l'avenir de leur rapport mutuel. La France, ajoute-t-il, vous le savez, attache une très grande importance à cette entreprise, et l'importance est la fin de la phrase, qui devrait, à ses yeux, engager le processus au terme duquel seraient surmontées les divisions de notre continent, donc évidemment échapper à cette logique de bloc contre bloc. Si l'année 73 fut troublée, révéla énormément d'accords entre les neuf, notamment au sujet des positions à adopter vis-à-vis des États-Unis, ce sont les événements monétaires et politiques internationaux, la crise du dollar, la guerre du Kippour, qui en furent responsables. Georges Pompidou, à partir de là, n'a cessé de réaffirmer sa volonté du rôle que l'Europe doit jouer entre les deux blocs. En revanche, écrit-il, nous sommes obligés de constater, à la lumière des derniers événements, que l'arrêt des combats et les tentatives en vue d'ouvrir une négociation se sont préparées et effectuées sans aucune participation de l'Europe. Cette façon de procéder est dangereuse, l'expérience ayant montré que le tête-à-tête des deux grandes puissances, États-Unis et URSS, pouvait aussi bien servir à la détente que conduire à un affrontement généralisé. Elle ne correspond pas non plus au rôle que devraient jouer les pays européens, pourtant directement intéressés au Proche-Orient par l'histoire, par la géographie, par leurs liens de toutes sortes avec les pays méditerranéens concernés, par des intérêts économiques essentiels. La conférence de Copenhague, qui a lieu le 14 et le 15 décembre 1973, marque toutefois des progrès. Elle voit surgir la définition de l'identité européenne réclamée par le président Pompidou, mais ne peut cacher les divergences dans les réponses à donner aux États-Unis face à la crise du pétrole et n'a pas de conséquences diplomatiques réelles. Toutefois, le président réaffirme l'utilité de son initiative. Je ne suis pas, dit-il en décembre 73, mécontent de la réunion de Copenhague. Absolument pas. Je crois que mon initiative a été utile. Naturellement, on me dira, mais tout le monde n'était pas d'accord sur tout. Si tout le monde était d'accord sur tout, l'Union européenne serait déjà faite. Or, elle est en devenir, et le problème est de savoir si on veut la faire, si on veut la réaliser, et la réponse a été, à mes yeux, positive. Enfin, il faut réfléchir, me semble-t-il, aux Français et la conception des Français, comment les Français ressentent l'Europe dans les années 74, mais plus largement dans les années 70. On l'a vu, dans sa politique européenne, Georges Pompidou ne peut compter que sur un soutien très distant de l'opinion française. Comment se manifeste cette opinion? Comment peut-on la caractériser? L'opinion des Français, et on pourra débattre pour savoir si les choses ont beaucoup changé aujourd'hui, se caractérise, me semble-t-il, par plusieurs traits. Premier trait, un manque d'information. Deuxième trait, un manque de passion. Et tout simplement, je dirais, un manque d'intérêt. De 1969 à 1971, 2% seulement des Français considèrent l'Europe comme le problème le plus important de la France. Ils étaient 7% en 1962. Et la passion référendaire, on l'a vu, fut bien timide. Pourtant, vous allez me dire, mais les Français ont manifesté une aspiration européenne depuis les débuts de la construction européenne. Oui, aspiration, mais une aspiration qui n'a pas été mobilisatrice. Certes, les Français sont favorables à l'idée européenne, au principe, quand on les interroge, ils ne vont pas dire non, au principe de l'unification européenne, au marché commun. Même les sympathisants communistes s'y sont ralliés à partir de 1962. Mais cet acquiescement, à mon avis, n'est qu'un acquiescement de façade. Jamais l'Europe n'a constitué une réelle priorité pour eux. En décembre 71, si on regarde les sondages, avec effectivement tout ce qu'on peut dire sur les sondages,
Seulement 2 Français sur 100 placent l'Europe en tête de leurs principales préoccupations, très très loin derrière les problèmes économiques et les problèmes sociaux. De même, est-ce que les Français ont été favorables à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun? Oui. Tant que la Grande-Bretagne n'est pas entrée dans le marché commun, ils y sont effectivement favorables, et de façon continue à peu près depuis les années 50. Les Français déploraient l'absence de la Grande-Bretagne dans les structures communautaires. Ils insistaient sur le déséquilibre continental induit pour ce qu'on appelle à l'époque la Petite Europe. Durant les années 60, l'extension du marché commun à d'autres pays a toujours fait l'objet d'un consensus en France, et la Grande-Bretagne a toujours figuré largement en tête des pays cités. En mars 1972, ils sont 66% des Français à être pour cette entrée de la Grande-Bretagne. Il faut toujours regarder combien de contre, 12%, et 22% qui ne se prononcent pas. Donc il est clair qu'il y a un assentiment, mais si on regarde bien les sondages, dans le même sondage, 42% estiment que l'Angleterre sera un partenaire loyal, mais 24% pensent qu'il y a un danger. Alors quel est ce danger? C'est que la Grande-Bretagne s'efforce de prendre la tête du marché commun. Donc attention à tout cela. Il faut bien voir les correctifs. Il y a des correctifs apportés à l'assentiment dominant. C'est-à-dire que l'attitude adoptée est à mon avis plutôt une attitude d'adhésion molle et suiviste. De même, on retrouve cela dans les résultats qui sont les résultats effectivement du référendum d'avril 1972. Donc cette année 74, eh bien cette année 74, ce n'est pas un isolat. Effectivement, elle s'inscrit dans les sentiments des Français face à l'Europe. C'est-à-dire que ce sentiment est consacré, ainsi que les politistes l'ont dit, par un consensus permissif des Français à l'égard de la construction européenne. Ce consensus, comment est-il caractérisé? Il est caractérisé par un acquiescement de façade, constitué par l'ampleur, par la hardiesse du sentiment d'adhésion à l'unification européenne. On estime que 7 Français sur 10 sont favorables dans les années 60 à la construction européenne et que 75% le sont à la fin des années 70. Ça veut dire que cela laisse une marge extraordinaire de décision et évidemment que les décideurs peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Mais attention, il faut regarder des nuances et il faut regarder des variables. L'aspiration est profonde, mais elle n'est pas mobilisatrice. Et ces variables, elles font que l'opinion est composée, comme toujours, de 2 segments, un activiste, un suiviste, et également une très forte indifférence, non seulement aux problèmes de politique étrangère qu'on retrouve toujours, mais également aux problèmes de politique, qui sont effectivement les problèmes de politique européenne. Et la question posée par les eurobaromètres qui ont été créés en 1973 et qui permettent de tester effectivement le pouls des opinions européennes, eh bien la question qui me semble la plus pertinente, c'est non pas êtes-vous pour la construction européenne, parce que là, évidemment, vous avez 70% de oui, mais la question suivante, qui a disparu des eurobaromètres, avez-vous la conviction que l'appartenance à la communauté est une bonne chose pour vous et pour votre pays? Là, la réponse, en 1973, est de 64%, elle n'est plus que de 55% en 1977. Ça veut dire que des variables sont évidemment à l'œuvre. Alors ces variables, vous les connaissez. Ce sont des variables socio-économiques et ce sont des variables socio-culturelles. C'est-à-dire, mais est-ce que les choses ont changé? C'est-à-dire que plus on est diplômé, plus on est dans une catégorie socio-professionnelle importante, plus on est politisé et plus on est europhile. Ça veut dire que l'assentiment à l'Europe, il reste effectivement consensuel dans certaines parties, mais en aucun cas il ne constitue ni une priorité ni une urgence. Et ça, on retrouve effectivement ce sentiment pendant des années. Donc, pour conclure effectivement ce modeste cadrage, le président Pompidou a dédramatisé la situation en levant les 2 vétos du général. Le président Valéry Giscard d'Estaing a renforcé les institutions en obtenant la tenue régulière
de conseils européens intergouvernementaux et en acceptant l'élection du président du Parlement européen au suffrage universel, jalon que l'on espérait vers une Europe des citoyens. Ceci étant, on le voit bien quand on regarde l'opinion française, l'Europe pour la France et pour les Français, c'est à la fois un horizon d'attente prometteur, mais c'est aussi un véritable vecteur d'inquiétude. Je vous remercie. Voilà, maintenant, il me reste le plaisir de laisser la parole tout d'abord à Alexandre Chabert. Vous êtes doctorant, je crois, au Centre d'histoire de Sciences Po. Vous faites une thèse sur l'histoire politique comparée de la France et de l'Italie et vous allez nous en dire plus. Et je suis ravie de vous laisser la parole pour nous parler de l'Italie et de cet dernier tournant face aux défis terroristes. Merci beaucoup. Merci aussi à Thierry, à toutes les organisatrices, tous les organisateurs de cette journée d'études pour cette invitation. Alors, 1974 en Italie, c'est l'année du référendum sur le divorce, le 12 mai. Plus de 59% des Italiens refusent l'abrogation de la loi et donc se prononcent en faveur du maintien de l'autorisation des couples mariés à divorcer. C'est aussi l'année où le tueur en série, surnommé le monstre de Florence, auteur présumé de 8 doubles meurtres mais qui n'a jamais été démasqué, aurait tué pour la 2e fois. C'est aussi l'année de la publication de La Storia, le célèbre roman d'Elsa Morante, et puis c'est enfin le drame, l'année de l'élimination dès la phase de poule de l'équipe d'Italie à la Coupe du Monde de football qui était organisée cette année-là en Allemagne de l'Ouest. Autant d'événements sur lesquels, incontestablement, il pourrait être intéressant de revenir. Cependant, et plus sérieusement, de l'autre côté des Alpes, 1974, c'est aussi une année décisive du point de vue d'un phénomène auquel doivent faire face l'État et la société italienne depuis la fin de la décennie précédente, c'est le terrorisme. Sans prétendre être exhaustif, on peut citer le 18 avril l'enlèvement du juge génois Mario Sossi, qui est détenu pendant 35 jours par les Brigades Rouges. Le 28 mai, l'attentat de la Piazza della Loggia à Brescia, où l'explosion d'une bombe provoque la mort de 9 personnes, en blesse une centaine d'autres. Le 18 juin, à Padoue, l'attaque du siège local du MSI par un commando des Brigades Rouges qui provoque la mort de 2 militants du parti néo-fasciste. Et puis surtout, le 4 août, l'attentat de l'Italicus, le nom de ce train Rome-Munich, dans lequel l'explosion d'une bombe près de Bologne provoque 12 morts et 48 blessés. Plus généralement, au cours des années de plomb, donc qui couvrent la décennie 70, en commençant un petit peu avant et en terminant un petit peu après, l'Italie est confrontée à une vague d'actions terroristes qui visent à déstabiliser l'État et la démocratie. C'est le terrorisme dit noir, néofasciste, qui frappe le premier dès 1969 et l'attentat de Milan contre la Banque nationale de l'agriculture, Piazza Fontana. C'est un terrorisme aveugle, en fait, qui cherche à perpétrer des tueries de masse. Et puis, à partir de 1974, justement, et de l'enlèvement, je le disais, du juge Sossi, l'Italie doit aussi faire face aux actions menées par les groupes d'ultra-gauche, donc les Brigades Rouges en tête. Et ce terrorisme dit rouge culmine un peu plus tard, en 1978, avec l'enlèvement et l'assassinat par les Brigades Rouges d'Aldo Moro, dirigeant de la démocratie chrétienne et plusieurs fois président du Conseil. Mais les organisations d'extrême gauche s'en prennent également à de nombreux, pour reprendre leur terminologie, serviteurs du système ou représentants du pouvoir, donc hommes politiques, journalistes, magistrats, universitaires, syndicalistes, contre lesquels c'est la gambizzazione, c'est-à-dire le tir dans les jambes, qui constitue le mode d'attaque privilégié. Alors bien sûr, le terrorisme italien a donné lieu à une vaste production qui remplit des bibliothèques entières, d'ailleurs pas uniquement du fait de la littérature scientifique, de nombreux ouvrages de journalistes et des mémoires d'acteurs directs. Les sciences sociales ont commencé à aborder la question dès la fin des années 70, mais il faut attendre le début des années 2000 pour voir l'histoire, pour voir de premières grandes études historiennes sur le sujet. Des études qui font souvent la part belle au phénomène en tant que tel, c'est-à-dire souvent aux organisations terroristes, mais plus récemment, des recherches se sont aussi intéressées aux autres acteurs, la société italienne, les partis politiques, les syndicats, les médias, ou encore le monde de la culture, pour essayer de comprendre comment ils ont vécu la période et comment ils se sont confrontés au phénomène. Donc dans ce petit exposé, je m'efforcerai moi aussi de mettre l'accent sur cet aspect en me concentrant sur le Parti communiste italien, d'abord parce que c'est celui que je connais le mieux, mais aussi parce que étudier ce parti-là
en particulier est intéressant, je dirais pourquoi, et quelques-unes aussi des institutions locales qui dirigent, mais aussi, parce que c'est aussi l'objet de notre journée d'études, la réception, plutôt je vous le dis tout de suite, la non-réception ou la faible réception de ces événements en France. Alors dans un premier point, je voudrais montrer que avec cette année 1974, l'Italie se trouve en quelque sorte prise dans l'étau terroriste, puisque c'est d'une part l'apogée du terrorisme noir, et puis ce sont les premières actions, je l'ai anticipé, d'envergure du terrorisme rouge. Donc, 4 principales attaques terroristes en 1974, 2 à mettre à l'actif d'organisations néofascistes, 2 commises par les Brigades Rouges. Alors, en apparence, les attentats qui relèvent du terrorisme rouge semblent moins meurtriers, un enlèvement, 2 morts en 1974, que ceux commis par les groupes d'extrême droite, 20 morts et plus de 150 blessés. Mais ils n'en sont pas moins déterminants parce qu'en fait, ils introduisent un tournant dans le développement du phénomène terroriste en Italie. De fait, les Brigades Rouges commettent leurs premiers enlèvements dès 1972, mais les choses prennent une autre envergure, une autre dimension en 1974 avec le rapt du juge Mario Sossi. 1974, c'est donc le véritable surgissement du terrorisme d'extrême gauche en Italie et c'est un réel tournant. Alors, je voudrais d'abord revenir rapidement sur le déroulé de ces 4 attaques avant de vous proposer quelques réflexions sur leurs implications et, comme je vous le disais, les réponses qu'elles ont suscitées de la part du PCI. Pourquoi analyser la réaction de la formation communiste aux attentats commis par les Brigades Rouges est particulièrement intéressant? Je dirais d'une part parce que la réaction du PCI est marquée par une ambivalence initiale du fait que les groupes armés d'extrême gauche puisent dans une matrice commune, essentiellement le marxisme-léniniste, pour le dire vite, à celle du PCI, et deuxièmement, parce que le phénomène terroriste est largement à l'origine de l'intégration, d'une intégration inédite du Parti communiste italien au gouvernement de l'Italie, ce dans les années successives à 1974, mais c'est aussi intéressant de l'évoquer pour ça. Alors la première action terroriste significative de l'année 1974, elle est à mettre à l'actif des Brigades Rouges et c'est l'enlèvement de Mario Sossi, qui est donc substitut du procureur au tribunal de Gênes. Le 18 avril au soir, il est enlevé à son domicile par un commando composé de 2 membres des Brigades Rouges. En fait, il avait représenté le ministère public l'année précédente lors du procès des membres d'un groupe qui s'appelle le groupe 22 octobre, qui est une organisation d'extrême gauche qui était active à Gênes entre 69 et 71. Il est donc sitôt enlevé, soumis à un interrogatoire, entre guillemets, puis à un procès concernant les motivations qui auraient été les siennes dans la condamnation des membres de ce groupe. Une photo, alors, les minutes, la retranscription de ce procès, ainsi qu'une photo du juge, le visage tuméfié, un peu comme celle qu'on verra ensuite d'Aldo Moro, sont déposées dans une cabine téléphonique de Rome. Le gouvernement, qui est à ce moment-là dirigé par Mario Rumor, par la voix de son ministre de l'Intérieur, fait part de son refus de toute tractation avec les ravisseurs, qui, eux, exigent la libération de 8 membres du groupe 22 octobre en échange de celle du juge. Et la magistrature génoise, en fait, se montre elle aussi divisée quant à l'attitude à adopter devant les requêtes des ravisseurs. Reste que, pour faire court, le 20 mai, elle se prononce finalement en faveur de la libération de ces terroristes, mais le procureur général de la Cour d'appel de Gênes, Francesco Cocco, fait appel de la décision. Ça n'empêche pas, le 23 mai, au terme de 35 jours de détention, les Brigades Rouges de libérer le juge Sossi, qui regagne seul Gênes depuis Milan en train. Donc, 74, c'est la première action d'envergure des Brigades Rouges. Mais 74, c'est aussi le premier mort. Ce sont aussi les premiers morts des Brigades Rouges. Puisque, comme je vous le disais, le 17 mai à Padoue, c'est 2 militants du MSI qui sont tués, qui se défendent. En fait, les Brigades Rouges n'avaient pas l'intention de tuer, mais les militants du MSI se défendent durant l'attaque du siège local. Et les Brigades Rouges font 2 morts. Je dis simplement que dans les années qui suivent, on montera encore d'un cran sur l'échelle de la violence de la part des Brigades Rouges, puisqu'en 75, ce sont les premiers blessés par balle, les premières gambizzazioni. En 76, ce sont les premiers meurtres prémédités, dont d'ailleurs celui de Francesco Cocco, du substitut de la Cour d'appel de Gênes, qui, du fait de son rôle justement pendant l'enlèvement du juge Sossi. Troisième attentat, c'est celui de Brescia, perpétré cette fois par Ordine Nuovo, donc une organisation néofasciste, précisément à l'occasion d'une manifestation organisée Piazza della Loggia
contre le terrorisme néofasciste. En fait, une bombe est dissimulée dans une poubelle et son explosion provoque la mort de 9 personnes et fait 102 blessés. C'est à ce moment-là, après l'attentat de Milan de 69, le plus meurtrier des années de plomb. Et puis le quatrième et dernier attentat d'envergure qui marque 74 a lieu dans la province de Bologne. C'est la première, mais pas la dernière fois que cette région sera visée. Le 4 août, le train Italicus, Rome-Munich, s'apprête à quitter un tunnel sous les Apennins. Et là, l'explosion d'une bombe dans la voiture numéro 5 provoque la mort de 12 personnes. Alors, j'ai recueilli dans le cadre de mes recherches le témoignage de Lanfranco Turci, qui est alors simple conseiller régional. Il devient président de la région Émilie-Romagne en 77, mais il est le premier représentant de la région à ce moment-là à arriver sur les lieux. Et il me raconte, lors d'un entretien en 2021, le premier attentat dont je me souviens, c'est celui contre l'Italicus dans les Apennins, à l'été 74. Je me souviens que moi, conseiller régional chargé de la santé, j'étais le premier représentant de la région à être arrivé parce que le président, Guido Fanti, était déjà en vacances. C'était au mois d'août. Mon chauffeur est venu me chercher, on a foncé dans les Apennins et on a vu ce désastre. Au début, on voulait penser qu'une bouteille de gaz avait explosé, peut-être à l'intérieur de la voiture restaurant. Et donc, jusqu'à la fin de la décennie, Bologne déplore chaque année plusieurs centaines d'attentats, pour la plupart, heureusement, non meurtriers. Par exemple, en 1978, pas moins de 2300 attentats sont commis dans toute l'Italie et 206 le sont à Bologne, ce qui fait qu'elle est la troisième ville après Rome et Milan la plus touchée par le terrorisme. Et c'est aussi là que l'attaque terroriste la plus meurtrière des années de plomb a lieu, en 1980, le 2 août, contre la gare de Bologne. Une bombe explose à 10h25. D'ailleurs, l'une des deux horloges du parvis de la gare de Bologne est depuis toujours arrêtée à 10h25. C'est un attentat qui fait 85 victimes et plus de 200 blessés. Mais ça ne s'arrête pas parce que malgré du fait de l'action de l'État et du coup d'arrêt que ça inflige aux organisations terroristes, Bologne et sa région continuent jusqu'au milieu des années 90 en fait d'être victimes du terrorisme, notamment du fait de ce qu'on appelle la bande de la Uno Bianca, de la Fiat Uno blanche, parce que c'était la voiture dans laquelle ils se déplaçaient beaucoup, principalement des policiers en fait d'extrême droite qui, sous diverses manières, semaient la terreur dans la région et qui, jusqu'en 1994, ont fait 24 morts et 102 blessés. Et d'ailleurs, les dirigeants communistes locaux se sont très vite et très rapidement, et ça a compté dans la prise en compte, dans la compréhension qu'on a eu le PCI aussi au niveau national du phénomène terroriste, se sont très rapidement interrogés sur la signification de cette concentration d'attentats à Bologne et dans sa région. Le 6 août 1980, quelques jours donc après l'attentat contre la gare de Bologne, à l'occasion d'une séance extraordinaire du Conseil régional, son président, Lanfranco Turci, dont je parlais précédemment, avance une explication. On a posé la question, pourquoi Bologne ? Un carrefour ferroviaire, mais aussi un carrefour politique. Un point élevé de la démocratie italienne, de ses contradictions, de ses potentialités de développement. On n'a donc pas frappé au hasard, on a frappé, comme dans les autres villes marquées ces dernières années par le terrorisme, là où la démocratie est la plus forte et là où elle a les plus profondes racines. Et quand je l'interroge plus de 40 ans plus tard, l'homme a la même conviction et réinscrit la signification de cet attentat dans la stratégie de l'attention. Et donc cette ébauche d'analyse que j'indique des dirigeants communistes bolonais me conduit à en venir dans un deuxième temps à la compréhension du phénomène et à ses implications. Alors, il serait intéressant de parler de ce point de vue de toutes les formations politiques, mais faute de temps, et du fait de ce que je connais le mieux, je me limite au Parti communiste, en essayant aussi de faire un peu des allers-retours entre échelle nationale et locale. Alors, après un temps d'hésitation, je le disais en préambule, le PCI reconnaît l'existence d'organisations terroristes d'ultra-gauche et dès ce moment-là, il s'affiche comme un grand défenseur de l'État et de ses institutions. Et donc, 1974, pour cette raison-là, c'est aussi un tournant pour la formation communiste, avec une importance significative, je le disais, dans cette prise de conscience et dans la défense de ses positions politiques de l'échelon local. D'abord en alertant sur la dangerosité des groupes armés d'extrême gauche, et puis ensuite en se faisant le relais de la ligne défendue par le PCI. Ce point de vue, des villes telles que Turin ou Bologne, dont j'ai déjà parlé, jouent à cette période un rôle essentiel. Par exemple, à Turin, le maire élu en 1975, Diego Novelli, qui parle des brigades rouges, je cite, qui n'ont de rouge que la couleur du sang de leurs victimes, diffuse à partir de 1979 un grand questionnaire sur le terrorisme distribué à plus de 70 000 exemplaires dans la capitale du Piémont, ce que ses adversaires, et notamment ses adversaires de gauche, critiquent comme une incitation à la délation. Mais ce questionnaire, distribué maison par maison, invite à signaler, fût-ce de manière anonyme, toute action, tout fait lié de près ou de loin au terrorisme. Aussi, je ne développe pas, mais un rôle important de l'Église et le relais de l'évêque de Turin, qui est Monseigneur Pellegrino, qui est évêque de Turin entre 65 et 77, un évêque très marqué par
Vatican II, très marqué aussi par la logique de la libération de Gutiérrez, qui soutient cette action de la municipalité de Diego Novelli et qui a un rôle important. Et pour en revenir au niveau national, c'est précisément son action dans la lutte contre le terrorisme qui conduit le PCI, et ça aussi c'est un vrai tournant, à être associé de manière inédite au gouvernement du pays. Alors bien sûr, cette dynamique s'inscrit dans la continuité de la fameuse proposition formulée à l'automne 1976 par Enrico Berlinguer, secrétaire du Parti communiste italien, le compromis historique, à la suite du coup d'État au Chili. Il publie 3 articles dans une revue communiste, Rinascita, qui ont un retentissement énorme et dans lesquels il définit les contours de ce compromis historique. C'est-à-dire que Berlinguer, inquiet de l'issue de l'expérience chilienne, affirme qu'il serait vain de croire que l'obtention de la majorité des suffrages, c'est-à-dire 51% des voix, par les forces de gauche, suffisent à garantir, je cite, la survie et l'œuvre d'un gouvernement qui serait l'expression de ces 51%. C'est pourquoi il propose d'établir un compromis historique entre, je cite, les forces qui rassemblent et représentent la très grande majorité du peuple italien, autrement dit le Parti communiste et la démocratie chrétienne. Et donc avec le compromis historique se pose la question de l'entrée des communistes au gouvernement pour la première fois depuis la libération, et le terrorisme joue en cela un rôle majeur, puisque c'est la volonté de garantir la stabilité du pays, confronté aux ravages du terrorisme, qui conduit le PCI en 1977 à apporter son soutien externe au gouvernement de Giulio Andreotti, et Berlinguer est le premier représentant communiste convié à la table des négociations avec les différents chefs de partis politiques. Mais c'est aussi le terrorisme qui, en grande partie, a raison du compromis historique, puisque le jour où il doit prêter serment, Aldo Moro est enlevé, le 16 mars 1978, par les Brigades Rouges, et au bout de 55 jours de détention, retrouvé mort dans le coffre d'une Renault 4L rouge. Et donc la disparition du principal promoteur démocrate chrétien de l'entente avec le PCI rebat complètement les cartes. Un nouveau gouvernement se forme sans le PCI, qui est relégué dans l'opposition. Puis dans les 5 minutes qui me restent, pour finir, parce que c'est aussi ce qu'on m'avait demandé, je voudrais évoquer de l'autre côté des Alpes l'écho faible en fait que rencontre le phénomène terroriste italien en 1974. Alors pour essayer d'appréhender l'écho de ce phénomène en France, je me suis plongé en fait dans les archives du Monde pour l'année 1974 à partir du jour de l'enlèvement du juge Sossi. Et la lecture de ces articles, dont la plupart sont signés par le correspondant à Rome du quotidien, qui à ce moment-là Jacques Nobécourt, fait apparaître plusieurs dynamiques. D'abord, on observe une circonspection initiale qui se dégage de la plume du journaliste face à la nature de l'organisation terroriste. Dans le premier article qui consacre au rapt de Mario Sossi, Jacques Nobécourt fait toujours usage de guillemets quand il évoque les Brigades Rouges à l'origine de l'enlèvement. Il dit que rien ne prouve, je cite, que les Brigades Rouges existent véritablement, ni même qu'elles soient une organisation d'extrême gauche. Il fait le lien avec le rapt quelques mois plus tôt d'un des chefs du personnel de l'usine Fiat Mirafiori de Turin, relâché au bout de quelques jours, et je cite encore, ces ravisseurs, qui s'affirmaient eux aussi membres des Brigades Rouges, ne représentaient, semble-t-il, qu'un noyau isolé, sans lien avec des organisations politiques précises. Et cette précaution, en fait, de langagière, à l'usage de ces guillemets, se retrouve pendant plusieurs jours. Ils ne disparaissent que le 8 mai, donc plus de 15 jours après l'enlèvement du magistrat, quand, de la même manière qu'en Italie, on prend toute la mesure de la structuration et de la détermination de l'organisation terroriste. Et donc, dans la mesure où l'enlèvement du juge intervient à un peu plus de 15 jours de l'élection présidentielle française de 1974, en fait, c'est la campagne qui domine l'actualité et les événements italiens n'interfèrent en rien, ni dans son déroulé, ni dans les propos des candidats, dont ils sont invariablement absents. L'attention française sur l'actualité internationale, à ce moment-là, se tourne plutôt vers le Portugal, mais ce sera l'objet d'une autre communication, où à ce moment-là, la révolution des œillets, en fait, est concomitante aussi à l'enlèvement du juge Sossi. Et puis plus tard, dans la même séquence cette fois que l'attentat contre le train, contre l'Italicus, elle se focalise, on en parlait ce matin, sur les nouvelles révélations à partir du 5 août, dans le cadre du scandale du Watergate, qui conduisent à la démission du président Nixon le 9 août. Alors, pendant la campagne présidentielle française, l'actualité italienne n'est pas ignorée pour autant, mais le regard se concentre plutôt sur d'autres phénomènes qui sont en fait ceux qui peuvent avoir des répercussions en France ou avec lesquels on peut établir des comparaisons. Par exemple, en même temps que le juge Sossi est retenu prisonnier par les Brigades Rouges, Le Monde évoque assez régulièrement les enjeux liés au refus d'appliquer le cautionnement des importations et des tensions que ça suscite au sein du marché commun. Il consacre aussi plusieurs articles au référendum sur le divorce et à ce que ce vote dit du rapport au divorce des catholiques italiens, mais pas seulement. On fait de nombreuses comparaisons avec la France.
Alors, quand est-ce qu'on s'intéresse véritablement au terrorisme italien en France? Je terminerai là-dessus. En fait, c'est que plus tard que ce phénomène advient, quand des assassinats et des attentats sont perpétrés sur le sol français par des organisations similaires ou qui ont elles-mêmes des liens avec les groupes italiens, à l'instar d'Action Directe, qui opèrent à partir de 1979 et qui mènent des actions en lien avec les brigades rouges italiennes. Mais le terrorisme italien devient en fait surtout une préoccupation pour la classe politique et la société française à partir de la fin des années 70, quand se pose la question de l'extradition ou non des membres de groupes armés italiens qui ont fui en France, question définie à partir de 1985 selon les modalités de la doctrine Mitterrand. Mais c'est là une toute autre histoire. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre ce phénomène terroriste et surtout sa réception et son écho à la fois en Italie, mais également effectivement en France, où il y a finalement peu d'écho dans l'immédiat, si j'ai bien compris. Il me reste maintenant le plaisir de céder la parole pour une vingtaine de minutes également à Judith Bonin, qui est maîtresse de conférences à l'Université Bordeaux-Montaigne. Outre vos nombreux ouvrages, articles, vous aviez, je crois, consacré votre thèse à la politique internationale du Parti socialiste entre 1971 et 1983. Vous avez la parole pour une vingtaine de minutes, chers collègues. Merci beaucoup. Alors, je remercie tout d'abord les organisateurs de la journée. Alors, je voudrais revenir sur l'intitulé et sur la thématique de mon intervention, puisque plusieurs fois a été évoquée la question du Portugal. Et effectivement, au départ, mon intervention était censée être centrée sur le Portugal et sur ce phénomène qui est donc la révolution des œillets, dont on commémore le cinquantenaire, qui commence le 25 avril 1974 et qui en réalité s'étire jusqu'aux élections portugaises de juillet 1976, comme le montre notamment notre collègue Victor Pereira. Or, je ne suis pas spécialiste de l'histoire portugaise et je m'intéresse davantage à la réception, aux échos de la politique internationale dans la politique française. Et justement, ces premières recherches sur les échos du Portugal, enfin, des événements portugais dans la sphère politique française, m'ont laissé à peu près, je vais y revenir, les mêmes impressions que vous sur la passion européenne ou sur les échos sur le terrorisme italien. Et donc, j'ai voulu comprendre un peu cette impensée, à savoir ce qui semble être l'absence de l'actualité politique internationale. Alors moi, je me tiendrai à l'actualité politique européenne dans ce moment très particulier qui est celui d'une année électorale française. Et donc, je restreindrai également mon propos à la question de la campagne électorale dans son ensemble. En gros, du décès du président Pompidou jusqu'à l'élection, le 19 mai, du président Valéry Giscard d'Estaing. Donc mon idée, c'était d'arriver à comprendre comment ces deux chronologies, sur lesquelles on revient souvent, la chronologie française d'un côté, et la chronologie internationale très riche, et Gilles Richard en a reparlé ce matin, se croisent ou pas? Est-ce qu'elles sont parallèles? Est-ce qu'elles se croisent? Donc le 25 avril, par exemple, portugais, a lieu effectivement en pleine campagne présidentielle, mais en réalité, les gauches françaises qui, et je vais y revenir, suivaient déjà Mario Soares et avaient exprimé leur solidarité avec leurs homologues portugais, que ce soit du côté des communistes ou du côté des socialistes, se mobilisent plus tard, plutôt en juin. Le SPD allemand, plutôt à l'automne 1974, et la sphère internationale de l'international socialiste, plutôt à l'été 1975. Donc il semblerait qu'il y ait une spécificité qui ne soit pas que liée à l'actualité politique française. En 1974, bien sûr, les acteurs n'ont pas, de fait, encore les moyens de savoir que le 25 avril est un moment de basculement absolu, je vais y revenir. Donc il y a une vraie question de discordance de ces agendas et de ces temporalités. Donc c'est ce moment, c'est ce parallélisme supposé ou pas de ces chronologies sur lesquelles je voulais revenir, d'autant que dans l'historiographie, et dès 1974, chez les commentateurs politiques, journalistes notamment, il y a l'idée déjà que la diplomatie, c'est un précaré présidentiel. Cette idée, elle s'est installée depuis le début de la Ve République. Et en 1974, il est bien clair pour tout le monde qu'on va élire le futur représentant diplomatique et le futur chef des armées françaises. Donc en fait, ce silence sur l'actualité internationale interroge aussi à ce titre. Puisque pour les candidats, il est question sur ce sujet précis de pouvoir se positionner par rapport à l'héritage de Gaulle, de faire de nouvelles propositions, dans un contexte de guerre froide très spécifique, et là aussi on va y revenir du côté de la gauche, dans un contexte qui pose problème d'union des socialistes et des communistes en temps de guerre froide dans un pays d'Europe occidentale, membre de l'OTAN. Donc je vais prendre cette élection présidentielle un peu comme un observatoire, et on peut se demander d'ores et déjà si c'est une bonne chose, si c'est pas un moment un peu biaisé, alors un moment privilégié ou biaisé pour questionner cette rencontre ou non de la vie politique nationale et internationale.
Alors, c'est un bon moment, il me semble, parce que c'est un moment de cristallisation de la vie politique. On n'a jamais autant de promesses de campagne, de programmes, d'expression des candidats sur l'intégralité des thématiques et des sujets. Et donc, c'est un moment qui force en fait les candidats à s'exprimer sur des sujets où ils ne le font pas toujours, à une époque, et j'y reviendrai, où la communication politique est très différente. C'est-à-dire que tout événement ne donne pas lieu à une nécessité de communiquer facilement, par exemple, via un tweet ou un communiqué de parti. Les communiqués des partis sont bien plus... ne suivent pas en continu l'actualité internationale comme ils le font aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un temps politique ordinaire. Et aussi, donc ça introduit forcément des biais, puisqu'il y a des phénomènes de valorisation. Il y a ce qui peut être utile en temps de campagne et ce qui, effectivement, sera considéré comme plutôt surnuméraire ou relevant d'un intérêt pour l'étranger qui concerne de manière trop lointaine les électeurs. Donc ces deux spécificités sont à avoir en tête avant de généraliser trop rapidement les conclusions d'aujourd'hui sur cette séquence d'avril-mai à l'ensemble du rapport de la politique française aux questions internationales. Alors, en termes de contexte, qui est sûr, j'adhère tout à fait à tout ce que Christine Manicamp a rappelé. Le niveau d'information, par exemple, sur l'Europe communautaire, il est très léger. L'intérêt général pour l'Europe politique dans l'Eurobaromètre, il est clairement très, très, très léger. Tous les sondeurs et les médias sont d'accord sur le fait qu'à la fois, il y a une satisfaction générale des Français sur la politique étrangère menée jusqu'ici par leur président, 60%, d'après un sondage cité dans Le Monde le 11 mai 1974. Mais ils disent aussi que seulement 3% des électeurs se prononceront en fonction des options politiques étrangères présentées par les candidats. Donc c'est important, sans l'être. Du coup, on a un peu deux schémas interprétatifs. Un qui serait de dire, et à mon avis, dans les faits, il est assez juste, la politique européenne ne passionne pas les électeurs français. L'élection présidentielle est dès lors un suffrage essentiellement national, puisque s'adressant aux électeurs sur des sujets qui les intéressent. Donc les questions internationales et européennes sont un enjeu très secondaire, non digne d'intérêt. Mais il y a un autre récit qu'aime bien l'historien, qui serait de dire la politique européenne est quand même fondamentalement au centre de la politique étrangère française. La France est dans son berceau historique, on est en plein moment de développement de la construction européenne. Tous les programmes ont une séquence France, Europe, Monde. C'est un peu la construction obligée d'un programme qui suit toujours ce schéma. Par ailleurs, la politique étrangère est un domaine considéré comme réservé au président de la République et on y élit le président. La guerre froide est là, les communistes et les socialistes sont alliés, donc l'actualité politique est quand même un enjeu central pour cette élection présidentielle. Et c'est un peu ces deux hypothèses qui sont très différentes que j'aimerais faire se rencontrer en questionnant justement un peu des clichés sur cette articulation internationale-nationale. D'abord sur l'idée du timing, est-ce que vraiment la campagne écrase tout et tout intérêt pour autre chose que la campagne. Dans un deuxième point, sur la question du désintérêt pour l'Europe et le monde, est-ce que là aussi c'est général ou est-ce que c'est particulièrement vrai pour l'élection? Et puis, un troisième temps, sur malgré tout l'intérêt et les rencontres et pourquoi est-ce qu'on retrouve un peu de politique européenne dans cette séquence, même si bien sûr il ne s'agit pas il n'y a pas de grande découverte ou de grand événement qui serait tombé dans l'oubli depuis 50 ans. Alors du coup, qu'est-ce que j'entendrais par actualité politique européenne? 4 événements principaux. Le premier qui concerne la Grande-Bretagne, qui est un peu en tout début de chronologie. Vous l'avez rappelé, la question de la levée du veto par Georges Pompidou à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun a été très importante. Or, il se trouve qu'en mars et même le 1er avril, ça a été reformulé, les Britanniques de la nouvelle majorité travailliste ont demandé à ce que soient renégociées les conditions d'entrée et d'adhésion du Royaume-Uni au marché commun. Donc ça tombe mal, le 1er avril, Callaghan fait des déclarations, et on a des articles qui disent, en fait, Pompidou meurt au moment où les fruits d'une de ces grandes réussites européennes sont discutés. Le deuxième sujet sur lequel j'aimerais revenir est, de fait, la Révolution portugaise, donc qui s'ouvre le 25 avril, je l'ai rappelé, et qui est une actualité excessivement mouvante, vraiment très complexe à appréhender par les contemporains. On retrouve ce que disait un peu Gilles Richard ce matin, je crois que c'était sur Chypre. On voit dans les interprétations, dans les lectures qui sont faites, que la situation est tellement fluctuante que tous peinent un peu à interpréter les choses. On verra que une des grandes dates qui restent là dans notre séquence campagne présidentielle, c'est le 15 mai, qui voit l'élection d'António de Spínola à la présidence de la Nouvelle République portugaise, un moment où socialistes et communistes portugais entrent au gouvernement notamment, mais derrière un général militaire. Donc ça pose tout un tas de questions très spécifiques. Le troisième élément auquel je me suis intéressée, ce sont les attentats qui frappent alors non pas l'Italie, mais la République d'Irlande,
puisque le 17 mai, il y a des explosions meurtrières à la fois à Monaghan et à Dublin, qui sont les plus sanglantes depuis le Bloody Sunday de janvier 72, et qui ont un écho important dans la presse à cette époque. Donc je me suis demandé si on les retrouvait dans les déclarations, les discours politiques de 74. Et le dernier élément, c'est l'affaire Brandt. Le 7 mai, Willy Brandt démissionne, donc chancelier de RFA. Son conseiller Gunther Guillaume a été arrêté le 16 mai pour une histoire d'espionnage, et lui succède Helmut Schmidt. Et donc, un début d'année 74 qui avait déjà été compliqué, succède cette affaire qui, elle aussi, va avoir de forts échos. Donc, on voit d'emblée que ces 4 événements ne sont pas de la même importance, mais on en a quand même 3 qui concernent des exécutifs européens. Donc, a priori, on s'attend à retrouver dans des discussions concernant le futur exécutif français. Donc, le corpus sur lequel je me suis appesantie comprenait des promesses de campagne, tout bêtement, les questions de sondage quand j'en ai retrouvé. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le revoir, mais le documentaire de Depardon sur la partie de campagne qui suivait Valéry Giscard d'Estaing. Et bien sûr, pour la première campagne qui a vu s'instaurer ce qui est désormais une tradition, à savoir le débat de second tour des candidats, les archives télévisuelles. Et ainsi que sur mes recherches sur les socialistes français, vous l'avez rappelé, dans les années 70, puisque notamment les réactions au Portugal, moi je les ai beaucoup vues du côté des socialistes internationaux. Alors, quelle conclusion à ce corpus qui est loin d'être exhaustif ? D'abord, sur la question de la discordance politique. En gros, c'est, à mon avis, la cause la plus évidente. On se dit, bien sûr, les Français regardent ailleurs, ils regardent la présidentielle, l'actualité européenne, a priori, n'est pas celle qui les intéresse le plus. Donc, un conflit d'agenda qui expliquerait tout bêtement la grande discrétion des commentaires sur l'Europe. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça joue, par exemple, pour les attentats en Irlande. Très clairement, on est trop loin des intérêts, a priori, de l'électeur moyen pour qu'on se saisisse de cette question, dans un temps, là encore, où la communication politique n'impose pas de se prononcer sur beaucoup d'événements, y compris dans des pays voisins. En revanche, par exemple, ça a des effets sur le cas de la Grande-Bretagne. On a même un phénomène un peu étonnant, qui est que la campagne crée une pause dans la crise. C'est-à-dire que, en fait, les Britanniques, assez vite, disent « on ne pourra pas faire sans le partenaire français ». Ça n'a pas de sens de renégocier les conditions d'adhésion sans ce partenaire central qu'est la France. Et donc, alors je n'ai pas vu les sources primaires sur ce dossier, mais donc dans les interprétations, les acteurs de l'époque, Callaghan charge ses partenaires européens en disant ils préfèrent attendre la France. Apparemment, les Britanniques aussi, et le Labour britannique, qui était en situation compliquée dans son rapport à l'Europe, était assez, si ce n'est soulagé, du moins se sont saisis de ce moment de pause française pour eux aussi reposer le débat plus sereinement dans leur rang. Donc du côté britannique, le discours est qu'on ne va pas demander leur avis aux candidats parce que c'est un sujet trop important et qui pourrait être capté, détourné par des intérêts électoralistes. Donc on en reparlera quand on aura d'une part un vrai exécutif et puis quand celui-ci ne sera plus tenu par telle ou telle promesse à faire à telle ou telle partie de son électorat. Dans le cas portugais, la question de l'agenda, elle est vraiment très importante, mais elle est aussi pensée et réfléchie. Le soutien à Soares, il avait été exprimé dès 1973, très clairement par Mitterrand. Et on a un vrai silence, notamment des socialistes, sur la question portugaise pendant très longtemps. On sait qu'il y a eu des échanges téléphoniques entre Mário Soares et Mitterrand durant le mois d'avril, mais dans la campagne, on a un vrai silence. Dans le journal hebdomadaire L'Unité, par exemple, indépendamment de la fréquence de parution, il n'y a pas de réaction immédiate de communiquer sur la question portugaise. Il y a l'idée qu'il y a vraiment un brouillard et qu'il ne faudrait pas faire le mauvais communiqué à ce moment-là. L'équilibre des forces au Portugal est très complexe et soutenir un général, soutenir un équilibre, une coalition dont on ne mesure pas très très bien quels sont précisément les rapports de force est risqué. Les seuls qui se risquent à évoquer le Portugal au cours de la campagne présidentielle, ce sont les communistes. À l'issue de l'intervention télévisée de Valéry Giscard d'Estaing le 10 mai 1974, Marchais fait une conférence de presse dans laquelle il déclare, on est le 15 mai, donc à l'issue de la formation du gouvernement portugais dans laquelle il y a des socialistes et des communistes, au Portugal, dans ce pays qui vient enfin de sortir d'un véritable Moyen-Âge politique, on appelle naturellement des communistes au gouvernement. Donc on cite seulement ce fait très factuel pour contrecarrer l'idée que la présence et le soutien de communistes à la candidature Mitterrand et la promesse de ministres communistes en France pour
effacer, enfin pour atténuer l'image risquée que cela pouvait représenter pour une partie de l'électorat, on cite le Portugal. Mais c'est à peu près la seule évocation dans les campagnes, dans les communications officielles qu'on trouve. Donc côté français, vraiment le Portugal pendant longtemps reste un sujet de silence. Et derrière ça, je vais y venir tout à l'heure, bien sûr il n'y a pas qu'une question d'agenda. Sur l'affaire Brandt aussi, l'agenda ça marche pas, on en parle très très largement, et donc l'idée que la campagne écraserait tout, non, il y a des sujets qui émergent. Ce qui est ressorti de ma recherche, c'est aussi un sujet auquel je n'avais pas mais j'avais pas pensé que le rapport de force serait, en termes de quantité, les références seraient aussi présentes, c'est le Chili. Si on n'a pas le Portugal, si on a très peu la situation portugaise, on a beaucoup la référence au Chili. Par exemple, c'est un pays qui est mentionné dans les promesses de campagne, notamment Alain Krivine, le Front communiste révolutionnaire, cite énormément la question du Chili, le précédent, le risque chilien, la nécessité de se prémunir de l'armée française, contrairement en disant Mitterrand ne se méfie pas de l'armée française, comme en disant que Allende lui-même ne se méfiait pas de l'armée chilienne, et il fait des parallèles et se méfie d'un Chili français. Il y a toute une partie de son programme sur éviter un Chili français. Donc la question de l'agenda n'explique pas tout. Il y a un deuxième sujet, une deuxième thématique qui peut expliquer ce mode mineur de l'Europe, ce serait la prédominance du national. Finalement, oui, même quand des sujets émergent, ils sont un peu en second plan. Alors effectivement, il y a l'idée que dans ce millefeuille que j'évoquais tout à l'heure, l'historien, lui, fait des liens que les acteurs ne font pas toujours, inconsciemment, mais qu'ils ne font parfois pas toujours factuellement. Alors, sur la prédominance du national, en gros, les études montrent que, en termes notamment de lexicométrie, le sujet international est réellement très très peu présent avant l'élection de 1981. L'élection de 65 et de 74, il l'est très peu. Donc il est dans l'absolu, et puis il est par comparaison ensuite de 81. Notamment, si on prend le débat de second tour, en 81, c'est le deuxième thème après la question de l'économie, et avant les questions intérieures. Alors qu'en 74, Valéry Giscard d'Estaing, il consacre 2 minutes. À la fin, il n'y a plus de temps, et il dit « il me reste 5 minutes, j'en consacrerai 3 à la conclusion, 2 à la politique étrangère ». Et en 81, par ailleurs, il y avait une émission entière avant même les débats, le débat de second tour, consacré aux affaires extérieures. Donc on a un décroché très très important. Après ce débat, les deux candidats font aussi des allocutions télévisées le 17 mai, et Valéry Giscard d'Estaing à la fois mentionne l'international, tout en rappelant que c'est effectivement une élection nationale avant tout. Il dit « Dans la décision que vous allez prendre en s'adressant aux Français, il faut faire attention, nous vivons dans un monde difficile, dans un monde dangereux. Le président Pompidou est mort, le chancelier Brandt a démissionné, l'autorité du président Nixon est remise en cause, etc. etc. » Donc on voit qu'il mentionne l'affaire Brandt, discrètement, mais il le fait. Et il poursuit « Je m'efforcerai de représenter dignement la France dans le monde, dans une élection nationale. Nous sommes entre nous, mais il y a aussi la France dans le monde. » Donc il y a quand même l'idée première dans tout son discours qu'on est entre nous, dans un débat national. François Mitterrand lui-même reste discret, notamment parce que, alors il revient sur le lien qui est un peu le caillou dans sa chaussure, le lien entre l'anticommunisme, le contexte de guerre froide et les réticences pour sa candidature, mais en recentrant toujours tout de même ce sujet essentiellement sur les enjeux français. Et en allant pas chercher tant que cela des références internationales. Dernière preuve, s'il en faut, du décalage de la focale, de la discordance des intérêts et des échelles considérées, c'est que les candidats qui sont les plus intéressés par la question internationale sont les plus petits et même les candidats oubliés. Par exemple, Guy Hérault, candidat du Parti fédéraliste européen et de l'Union des régionalistes, ou encore Jean-Claude Sebag, du Mouvement fédéraliste européen. Donc ces sujets, si vous regardez en termes de lexicométrie, qui parle le plus d'Europe dans les promesses, etc., ce ne sont pas les candidats principaux. Et il y a bien sûr Alain Krivine, avec le Chili. Donc, sur ce sujet, on voit qu'il y a la question du timing, il y a la question également de quelle est l'échelle pertinente et à qui on s'adresse. Et donc, essentiellement, un des électeurs français dont on présuppose qu'ils n'y sont pas intéressés. Pour autant, il y a des références à l'actualité européenne. Je vais revenir Brandt, Wilson, et puis également le Portugal, mais qui sont donc saupoudrés savamment. Et dans ce saupoudrage, ce qu'on perçoit, c'est le sentiment de danger. C'est-à-dire que les exemples européens, qui sont ou pas des modèles, sont versatiles et peuvent, en gros, de modèles devenir des sujets problématiques et des exemples auxquels on n'a pas envie d'être accolé. Par exemple, la référence à Wilson et Brandt, au début, Mitterrand l'utilise dans sa profession de foi, j'ai promesse de campagne, dans sa profession de foi, il se revendique explicitement de la famille des sociaux-démocrates, Wilson et Brandt, pour rassurer, là encore, l'électorat le plus centriste qu'il vise.
Mais au fur et à mesure que l'image, notamment de Brandt, se brouille, la référence disparaît. Il sera toujours en défense de Brandt en disant que sa démission est un exemple de courage politique, mais il ne s'y réfère plus de lui-même et spontanément. Sur ce sujet, le PC reste très silencieux, mais les attaques sur la dérive à droite du PS et sur justement la proximité avec Brandt, Wilson et l'inféodation à l'internationale socialiste, elles reviendront juste après. Le temps de la campagne est un de ces moments de trêve que Mitterrand a décrit dans un certain nombre de ses chroniques. Sur les sujets qui fâchent, Solzhenitsyn, le Portugal, tout le temps de la campagne, on ne dit rien. À l'extrême gauche, il y a quelques tacles. Par exemple, on a un tract d'un cercle rouge Claude Bernard qui évoque le fait que Mitterrand souhaite être un deuxième Wilson ou un deuxième Brandt pour le dénoncer. Et qui appelle à voter pour lui tout en étant extrêmement vigilant justement pour éviter qu'il ne dérive vers Wilson et Brandt. Un des exemples qu'on a avant même la fin de l'élection. Sur le traitement de l'affaire Brandt, globalement, on voit bien que la référence les gêne. Tous deux souhaiteraient se l'accaparer. Et notamment, il y a un débat le 25 avril sur Europe 1 entre les deux candidats sur la question de la politique économique menée par Brandt. VGE insistant sur le fait que c'est un socialiste qui, lui, n'applique pas un genre de programme commun. François Mitterrand insistant sur le fait que lui promeut la cogestion. Et donc on voit que le modèle, là aussi, il n'est pas vraiment utilisé parce que finalement, les gains électoraux à retirer pour l'un et l'autre ne sont pas si clairs. Dans l'affaire Brandt, la droite va tenter un temps de l'instrumentaliser en montrant le danger que donc les communistes représentent pour des majorités au pouvoir et notamment pour les socialistes. On a des déclarations de presse, notamment de Jacques Chirac ou de Jean Le Canuet. L'idée qu'avec des communistes au gouvernement, il n'y a pas besoin d'espions. En fait, au moins, le lien avec Moscou est plus direct. On a aussi les déclarations du général Stéline, député réformateur de Paris, qui lui aussi fait des allusions très explicites au fait qu'on aura une courroie de transmission directe avec des ministres communistes et qu'à voir ce qui se passe déjà en RFA, on peut s'inquiéter de ce qui se passera à Paris. Valéry Giscard d'Estaing, lui, reste plus discret sur le sujet. Et parmi les petites traces comme ça retrouvées, j'ai aussi vu un tract des jeunes du CNI, distribué le 19 mai, donc jour du second tour, rue de Bièvre, qui parle du programme commun comme étant anachronique, en disant « Les socialistes anglais, allemands et scandinaves ont abandonné depuis plus de 20 ans tout projet de nationalisation. » Donc la comparaison avec l'étranger, là, elle dessert les socialistes. « C'est un programme commun absurde. Pourquoi une charte des libertés dans un pays libre ? Aurait-il peur des communistes ?» Donc la suspicion, là encore, du rapport de force interne à l'Union de la gauche. Et un programme commun dangereux pour l'indépendance nationale, entre parenthèses, M. Brandt vient d'en faire l'amère expérience. Donc, ça n'a pas été massif, il n'y a pas eu de campagne massive ni de condamnation de Brandt, ni d'association péjorative Brandt-Mitterrand. Elle aurait été probablement mal comprise et puis mal reçue sans doute, c'était trop risqué, mais ponctuellement, cela sert d'outil et d'arme politique. Mitterrand dénonce tout cela comme étant de la récupération et écarte vraiment cette idée. En indiquant que, et en donnant d'autres exemples historiques, de moments où l'espionnage étant partout, il n'est pas un risque plus élevé pour un socialiste que pour toute autre majorité politique. Et il apporte et il réitère son soutien à Brandt. Dernière chose, pour montrer cette dangerosité de la situation européenne de l'époque, l'idée que tout allié d'un jour peut être potentiellement un modèle passé un peu au boulet de demain, le cas du Portugal. Même chose, ce sont les commentateurs extérieurs qui vont rappeler les amitiés Soares-Mitterrand, mais du côté du PS, donc je le disais, une forme de silence. Et progressivement, des expressions, un retour à l'analyse, mais vraiment passer le tumulte de la campagne. Dans le débat télévisé du 10 mai, sur les allusions aux communistes au gouvernement, jamais Mitterrand n'explicitera la référence portugaise. Il évoque la Finlande, l'Islande, la France de 44-45, l'Italie, la Belgique, le Danemark, la Hollande, le Piémont et l'Émilie en Italie, le Japon. Autant d'alliances socialistes communistes, probablement très mal connues des Français, mais aussi très peu risquées politiquement. Et d'ailleurs, il y a un débat un peu absurde, très court échange un peu absurde entre lui et Valéry Giscard d'Estaing sur « Peut-on comparer la France et l'Islande car elles sont dans l'OTAN ?» A priori, non, sans grande mauvaise foi. Donc voilà, le Portugal me semble être un peu l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Après une litanie de noms de pays et le retour aux exemples bien connus des Français, la France de 44-45, et ensuite la seconde passe d'armes concerne qui peut se réclamer de Gaulle et qui l'a trahi le plus. Valéry Giscard d'Estaing en 69 ou Mitterrand en 68. Bon, donc voilà. Vraiment, de toute évidence, la référence, le centre du sujet n'est pas l'analyse de la situation portugaise.
Donc ce bref exposé me semble être une invitation à se méfier de l'idée que, même si elle est relativement juste, que tout scrutin national est nécessairement peu européen par simple désintérêt des électeurs. Il y a aussi, me semble-t-il, à cette époque, un contexte très précis qui est celui et de l'union de la gauche et de la guerre froide, qui fait que vraiment, en fait, si les Français regardent autour d'eux, tous les exemples sont potentiellement glissants, risqués en fonction de ce qu'en font l'adversaire. Donc il y a une espèce d'accord très tacite et probablement pas du tout réel. Enfin, je veux dire, ils ne se sont pas mis à table pour se mettre d'accord là-dessus, mais pour ne pas évoquer ces sujets. Parce que, en termes d'image, etc., ça semble vraiment, vraiment risqué. Et d'ailleurs, avant même 81, moi je remarque que dans les documents moins connus, dans les documents de campagne de petits candidats, etc., les municipales de 77, les législatives de 78 sont déjà des moments où la politique internationale arrive massivement dans des documents où elle n'était pas avant. Donc au-delà même de l'enjeu présidentiel qui écraserait tout, il y a aussi un enjeu présidentiel qui rend les choses plus difficiles à calculer sur le plan politique. Et ça me semble être une des clés de lecture de cette absence d'Europe dans la campagne de 74. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir mis en résonance cette actualité politique européenne et internationale avec effectivement ces élections présidentielles. Alors, vous nous avez bien montré que quantitativement, effectivement, j'avais les mêmes chiffres que vous, c'est-à-dire 2 minutes consacrées dans un débat, effectivement, à l'Europe et aux questions internationales, mais il faut aller chercher du qualitatif, comme vous l'avez fait, et non pas uniquement du quantitatif. Voilà, il me reste donc notre dernier intervenant pour cette séance à vous présenter donc, c'est peut-être pas la peine parce que tout le monde le connaît, Mathieu Boidron, effectivement, Mathieu qui a fait une thèse remarquée sur Joseph Paul Boncourt et qui est également l'auteur de nombreux articles de nombreux travaux sur l'Europe centrale et orientale. Et les deux sujets ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont complémentaires et non pas distincts. Et vous venez de faire paraître, cher Mathieu, au Pur, un ouvrage sur les élections municipales de 1977. Voilà, vous avez, pour nous emmener cette fois dans l'Europe orientale, 20 minutes pour nous parler de la CPE et de ce groupe d'experts des 9 sur l'Europe de l'Est. Merci, professeur. Je vais simplement vous prendre la petite télécommande. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci évidemment aux organisateurs de leur invitation à venir présenter devant vous quelques petites recherches que j'ai effectivement engagées sur la CPE à la demande de la Fondation, donc qui s'inscrit bien dans cette année 74. En janvier 1974, les 9 pays membres des communautés européennes réunis au sein de la coopération politique européenne, la CPE, établissent le groupe d'experts sur les pays de l'Est. Alors, si les débuts de la CPE ont été particulièrement bien étudiés par Maria Guénard dans sa thèse de doctorat, l'examen des travaux qui ont été menés à un niveau infra par les divers groupes géographiques établis par les diplomates européens chargés de l'animation de la CPE, reste lui encore plutôt à entreprendre. Le groupe d'experts sur les pays de l'Est n'est ni le premier ni le seul des groupes géographiques constitués par la CPE. Son établissement s'explique évidemment par les négociations qui s'engagent à partir de juillet 73 à Helsinki dans le cadre de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, dont il a déjà été question. Parce que dans le contexte de la détente, la constitution par les 9 d'un cadre d'analyse commun dédié aux pays communistes européens prend, on le comprend bien, tout son sens. Les archives diplomatiques françaises conservées à la Courneuve permettent d'affiner la compréhension du positionnement de la France vis-à-vis des 9, de la CPE notamment, et donc de saisir leur vision respective des pays du bloc socialiste, entre guillemets, et leur conception de la politique extérieure à mener à leur égard, et enfin de mesurer surtout leur intérêt à engager une politique commune vis-à-vis d'eux. L'examen attentif de cette documentation révèle d'abord la conception assez étroite qu'ont les agents du Quai d'Orsay du rôle à donner à ce fameux groupe d'experts des 9, mais force est de constater que ces derniers sont un peu emportés par l'élan de leurs collègues européens et l'ambition que donnent progressivement la CPE, les chefs d'État et de gouvernement des communautés européennes, contribue en fait à faire échouer ces diplomates français à circonscrire strictement l'action de ce groupe à l'examen d'objets très limités.
Et il finit finalement par s'imposer, quand bien même la portée de ces discussions, on le verra, qui aboutissent sur un assez large consensus, se révèle assez réduite. Merci. Ah, c'est bon. Ok, merci. Donc, lors du sommet de La Haye de décembre 1969, les chefs d'État de gouvernement des 6 chargent les ministres des Affaires étrangères d'étudier la meilleure manière de réaliser des progrès dans le domaine de l'unification politique, dans la perspective justement de l'élargissement, et de soumettre des propositions en ce sens d'ici le mois de juillet 1970. Une commission composée des directeurs des affaires politiques des ministères des Affaires étrangères des 6, placée sous la présidence du Belge Étienne Davignon, est donc constituée à cette fin. Elle rend en juillet 70 un rapport qui est formellement adopté au mois d'octobre à Luxembourg. Ce rapport de Luxembourg, il propose la réunion régulière des ministres des Affaires étrangères et un comité politique composé des directeurs des affaires politiques des différents ministères des Affaires étrangères est chargé de réunir au moins 4 fois par an en vue de préparer les réunions ministérielles. Celui-ci peut créer des groupes de travail, autant que de besoin. La consultation doit concerner, je cite, toutes les questions importantes de politique étrangère. Fin de citation. Et si un lien est reconnu entre l'appartenance aux communautés européennes et la participation aux activités devant permettre de réaliser des progrès dans le domaine de l'unification politique, la CPE s'inscrit néanmoins en dehors des institutions communautaires et demeure donc une coopération strictement intergouvernementale. C'est important. Lors du sommet de Paris qui se réunit en octobre 72 en présence du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, donc quelques semaines seulement avant l'adhésion effective de ces 3 nouveaux pays, les États membres expriment le souhait que l'Europe soit en mesure de mieux affirmer sa voix dans les affaires mondiales, et c'est la raison pour laquelle ils engagent à cette occasion le renforcement de la CPE. Et si le rapport de Luxembourg ne visait que les seuls pays en voie de développement, la déclaration qui est adoptée à l'issue du sommet de Paris mentionne explicitement, cette fois, les pays communistes d'Europe centrale et orientale. À partir de 1973, le nombre des réunions ministérielles passe ainsi de 2 à 4 par an. De plus, les ministres des Affaires étrangères sont chargés d'élaborer pour juin 1973 un second rapport sur les méthodes permettant d'améliorer la coopération politique. Ce rapport est adopté en juillet 1973 lors du sommet de Copenhague. Et ce rapport de Copenhague prévoit l'élargissement de la CPE aux pays communistes européens. L'élargissement des travaux de la CPE aux pays communistes européens. Il prévoit aussi la mise sur pied d'un réseau de télécommunications diplomatiques qu'on appelle le COREU, donc C-O-R-E-U, pour correspondance européenne. Et puis le rapport précise que la constitution de groupes d'experts est rendue possible afin d'aboutir à la formulation, dans la mesure du possible, de positions communes à moyen et long terme. La nécessité de prendre en considération, au titre de la CPE, les pays communistes européens apparaît encore plus clairement avec la déclaration sur l'identité européenne qui est adoptée à Copenhague en décembre 1973, quelques mois seulement après l'ouverture de la CSCE en juillet à Helsinki. En conséquence, lors de la réunion du comité politique de janvier 1974, les directeurs politiques décident que la présidence de la CPE constituera prochainement un groupe d'experts chargé d'étudier, je cite, les relations futures des 9 avec les pays de l'Est après la CSCE. Fin de citation. Une première réunion est organisée le 28 janvier 1974 au ministère allemand des Affaires étrangères à Bonn. Et l'objectif est de rendre un premier rapport au comité politique en février, avant d'envisager une remise d'un rapport final en mai 1974. À l'issue de cette première réunion, la présidence allemande est chargée de définir les thèmes précis sur lesquels le groupe d'experts est amené à travailler. Et pour cette raison, le groupe sollicite de la part du comité politique certains éclairages. Il souhaite en effet savoir dans quelle mesure il doit inclure effectivement les questions qui ont trait aux options politiques des 9 à l'égard des États d'Europe de l'Est à l'avenir. Et puis, le groupe d'experts s'interroge aussi sur l'articulation de ses travaux avec ceux du sous-comité politique et du groupe ad hoc CSCE qui existent déjà au sein de la CPE. Donc, on voit bien que les premières discussions sont quand même un peu poussives.
on s'interroge sur la manière de travailler, sur les angles à aborder, sur les approches à privilégier. Et ces différentes approches entre les délégations, elles ne vont, vous en doutez bien, pas forcément simplifier les choses. Dès la première réunion du groupe de janvier 1974, les diplomates français cherchent à limiter strictement l'activité au mandat reçu des directeurs politiques. Le délégué français, Yvon Omnès, qui est donc sous-directeur d'Europe orientale au Quai d'Orsay, insiste notamment sur le fait qu'il ne revient pas à ce groupe d'experts de soumettre des recommandations, mais bien de se concentrer sur l'analyse de la politique des pays de l'Est à l'égard des Neufs. Pour Yvon Omnès, tout porte à croire que l'interprétation extensive donnée lors de cette réunion par les partenaires européens de la France au mandat du comité politique risque de prévaloir à nouveau lors des prochaines rencontres. Et Yvon Omnès ne manque pas de relever dans le rapport de compte-rendu qu'il établit que les diplomates français se sont trouvés, je cite, très isolés en face des Anglais, des Allemands et des Belges. Pour autant, les diplomates du Quai sont assez lucides quant à la fragilité des positions qu'ils entendent tenir. Dans une note destinée au directeur adjoint des affaires politiques, Claude Arnault, il relève que les partenaires britanniques, allemands et belges ne sont pas, je cite, sans argument valable pour entraîner la France dans la définition d'une politique commune envers les pays de l'Est. Et évidemment, il cite à l'appui les textes auxquels nous avons souscrit, c'est-à-dire la déclaration du sommet de Paris, la déclaration sur l'identité européenne, mais aussi la conférence de presse du président de la République, Georges Pompidou, du 27 septembre 1973, qui envisageait l'hypothèse d'une politique européenne vis-à-vis de tous les tiers. Donc dans ce contexte, la stratégie que proposent les diplomates français, c'est de gagner du temps, en arguant qu'il serait prématuré de définir dès maintenant les objectifs d'une politique commune envers les pays de l'Est, et puis les moyens de la mettre en œuvre. Ils craignent notamment, au niveau du Quai d'Orsay, que la définition d'une politique commune par les Neufs fournisse, je cite, des arguments à ceux qui, dans le camp socialiste, en prendraient prétexte pour justifier un renforcement de sa cohésion. Et là, ils pensent essentiellement au CEM. Donc, tenant cette ligne lors de la réunion du comité politique de février 1974, Claude Arnault refuse l'hypothèse de travail de son homologue allemand Günther von Well, selon laquelle les futures relations Est-Ouest seraient forcément placées sur une base multilatérale. Il insiste, Claude Arnault, sur la nécessité d'en passer d'abord par une phase de coopération strictement bilatérale. Malgré l'accord de principe obtenu à haut niveau, on le voit, des directeurs politiques des deux ministères des Affaires étrangères français et allemand, la deuxième réunion du groupe d'experts qui se tient à Bonn en février se solde en fait par une nouvelle passe d'armes. La discussion du programme de travaux présenté par la présidence conduit le représentant français à se trouver, là je cite encore, souvent en opposition avec les autres 8 délégations. Et une autre importante difficulté apparaît lorsqu'est évoquée la possible implication de la Commission de Bruxelles dans les travaux du groupe d'experts. L'éloignement des positions entre les différents diplomates conduit la délégation française à émettre des réserves sur le fond de tous les points litigieux du programme final élaboré par la présidence. Malgré tout, 5 thèmes de travail sont retenus. Donc vous les avez sous les yeux, je vais pas rentrer dans le détail par manque de temps, mais voilà, on a ici la liste des différents éléments qui sont lesquels un consensus finit néanmoins par s'établir. Et lors de la 3e réunion qui se tient en avril à Bonn, la délégation française finalement accepte la présence des représentants de la Commission lorsque des sujets relevant de compétences communautaires viennent en discussion. Cette concession, un peu de dernière minute, contribue à détendre l'atmosphère et elle permet au groupe d'aborder enfin de façon concrète son programme de travail, qui commence véritablement à partir du début mai. Et elle se déroule, cette 4e réunion, il faut 4 réunions pour qu'on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet et qu'on commence à travailler effectivement, elle se déroule dans une bonne atmosphère générale, entre guillemets. Ce rendez-vous a pour objet l'examen des diverses contributions nationales au rapport que le groupe doit élaborer pour le comité politique. Et lors de cette rencontre, les diplomates du Quai d'Orsay relèvent que la délégation britannique, qui s'était montrée silencieuse et réservée jusqu'ici, est cette fois-ci intervenue dans un esprit très négatif. Cette évolution est pour eux la conséquence du changement de gouvernement qui, à la suite des élections générales britanniques de février 1974, a vu Edward Heath céder son siège
à Harold Wilson, au travailliste Harold Wilson. Lors de la deuxième partie de cette réunion, et pour la première fois, des représentants de la Commission sont associés aux discussions. De manière générale, les diplomates français relèvent que l'examen des divers papiers soumis et mis à la discussion n'a pas fourni matière à controverse et n'a pas révélé de divergences profondes de fond dans les analyses. Pour autant, toutes les difficultés et ambiguïtés ne sont pas dès lors levées. Lors d'une nouvelle réunion qui se tient le 7 juin à Bonn, la délégation britannique soumet une contribution qui établit une référence indirecte au MBFR, c'est-à-dire au Mutual and Balanced Force Reductions, c'est-à-dire les négociations qui sont alors menées à Vienne entre les membres de l'OTAN et ceux du pacte de Varsovie, visant la réduction des forces conventionnelles en Europe, centrale notamment, et auxquelles la France n'est pas partie. Ce qui explique que les diplomates du Quai d'Orsay s'opposent vigoureusement à ce texte, qu'ils ne jugent pas européen. C'est écrit tel quel dans le texte, en tout cas dans son esprit. Et cette crispation, elle révèle bien, comme l'a noté d'ailleurs Frédéric Bozo, que le processus européen à partir de 1973 va redevenir en fait une pomme de discorde entre les États-Unis et leurs alliés, conduisant à la résurgence de malentendus euro-américains, dont l'arrière-plan est une fois encore en fait la question de l'articulation souhaitable entre identité européenne et relations transatlantiques. Et cela évidemment dans un contexte plus large où les États-Unis cherchent à réaffirmer le leadership américain tout en s'assurant que l'identité européenne qui se dessine ne remettra pas en question la communauté atlantique. En raison du retard nécessaire à la discussion de la proposition britannique, les travaux du groupe prennent du retard, d'autant plus qu'ils atteignent à ce stade le niveau de la pré-rédaction et que ça suscite évidemment un accroissement des échanges entre délégations, un travail de mise en forme qui prend plus de temps. Et c'est en fait à la présidence française, succédant à la présidence allemande, qu'il revient de finaliser les travaux du groupe. Il y a encore plusieurs rendez-vous qui se tiennent au cours de l'été et une dernière et ultime réunion est finalement convoquée début septembre à Paris afin d'approuver le rapport dans sa forme définitive avant la réunion du comité politique prévue le 9 et 10 septembre qui doit avaliser ce document. Alors, ce rapport, il est composé de 53 pages et il se divise en une introduction et 6 parties. Et pour en résumer à très grands traits son contenu, les 9 s'accordent à penser que pour assurer sa domination à l'est de l'Europe, l'URSS continuera de rechercher la garantie formelle du statu quo territorial et que pour étendre son influence à l'ouest, elle cherchera à affaiblir les liens militaires et économiques avec les États-Unis, avec l'appui des partis communistes occidentaux. La politique de détente et de coopération n'exclut donc pas la confrontation idéologique. Les 9 s'accordent également à considérer que les régimes communistes attachés à Moscou, bien qu'alignés idéologiquement, aspirent à acquérir une plus grande marge de manœuvre pour garantir leurs intérêts spécifiques. L'intégration économique induite par la construction européenne, contribuant à accentuer l'avancée économique des pays de la CEE, suscite pour cette raison l'inquiétude et partiellement une forme d'hostilité de l'Union soviétique. Moscou tend donc en conséquence à imposer l'idée que l'unification européenne est incompatible avec la détente. Les autres pays membres du pacte de Varsovie sont certes plus ouverts, mais leur dépendance à l'égard de l'URSS les conduit là encore à s'aligner. Le seul point de confrontation véritablement identifié par les 9 concerne en fin de compte la défense. Toute initiative européenne en ce sens entraînerait une riposte diplomatique pour instaurer un nouveau système de sécurité sur le continent. Donc on le constate, rien de très exceptionnel dans les conclusions auxquelles collectivement les diplomates européens parviennent dans ce texte. Déjà esquissée lors des discussions, la pérennisation des activités du groupe d'experts est validée dans son principe par le comité politique en octobre. La conclusion de la CSE plaide également en faveur du maintien du seul forum permettant d'étudier les problèmes d'ensemble des pays socialistes. Les décisions politiques prises à haut niveau expliquent enfin la nécessité de conserver le groupe d'experts. Lors du sommet de Paris de décembre 1974, les 9 prennent l'engagement d'étendre la coopération politique à tous les domaines de la politique internationale. Ils confient à cette fin au Premier ministre belge Léo Tindemans le soin de rédiger un rapport pour transformer les communautés en Union européenne. Pour autant,
la relative latitude laissée par le comité politique au groupe d'experts pour établir précisément les priorités de son nouveau programme de travail suscite un certain flottement. Chacun des 9 met en avant ses propres sujets de préoccupation et il faut donc attendre la réunion du groupe d'experts de mars 75 pour que le nouveau programme de travail soit arrêté. Il comprend la coexistence pacifique, le projet de future conférence des partis communistes européens, la situation en Roumanie, le régime des visas pour les pays de l'Est, les pays de l'Est face au problème de l'énergie, et enfin la situation internationale de la Yougoslavie. Donc pour conclure en quelques mots sur cet aspect, davantage que le résultat obtenu, à savoir ce rapport, c'est bien plutôt la méthode de travail qui apparaît comme novatrice. C'est d'ailleurs l'analyse qu'en font les diplomates du Quai d'Orsay, qui se félicitent d'être parvenus à, je cite, écarter ce qui pouvait apparaître comme des recommandations au gouvernement et donc comme l'embryon d'une politique commune à l'Est. Fin de citation. Notant qu'après avoir été isolés au début des travaux du groupe, les représentants français ont ensuite pu travailler dans une meilleure ambiance après avoir obtenu que leurs partenaires européens ne sortent plus du cadre du mandat. Mais aussi en raison du changement de gouvernement à Londres, intervenu opportunément, je cite, pour que les Anglais assument le mauvais rôle. Les diplomates français admettent que le rapport représente une mise au point originale et un cadre utile pour l'avenir. Ils ajoutent finalement que les désaccords ont été peu nombreux et ont été résolus assez facilement. Pour autant, l'examen des discussions révèle certaines contradictions françaises. Le Quai d'Orsay, converti à la posture gaullienne, a d'abord le souci de ne pas pousser trop loin la définition d'une politique commune qui entraverait la liberté d'action diplomatique de la France. Les travaux de Maurice Weiss et de Georges-Henri Soutou ont bien montré qu'au moment de l'accession au pouvoir de Charles de Gaulle en 1958, si le Quai d'Orsay était bien loin d'être acquis aux conceptions diplomatiques du général, il finit finalement par se rallier à la politique d'indépendance, d'ailleurs solidement et directement reprise en main par l'Élysée après l'avènement de la Ve République. Dans le même temps, les diplomates français doivent compter avec les évolutions plus favorables, certes timides, mais néanmoins sensibles, impulsées à l'égard du projet européen, d'abord par Pompidou, puis par son successeur non gaulliste, Giscard d'Estaing. Et cela, malgré une grande permanence dans les moyens d'action et dans les buts. Malgré ces réserves, la dynamique impulsée à la coopération politique européenne, grâce au travail mené par les groupes d'experts, est réelle. Elle se traduit dans le rapport sur la coopération politique européenne du 13 octobre 1981, qui admet la nécessité d'une intégration européenne plus poussée, avec l'objectif que les Européens puissent à terme parler d'une seule voix dans les affaires internationales. Parmi plusieurs mesures, le rapport envisage de confier au groupe d'experts la tâche de prévoir une gamme de réactions possibles en cas de crise, esquissant pour la première fois la définition d'une politique extérieure cette fois commune, dont les contours pratiques sont dans les faits confiés justement aux diplomates qui animent ces groupes et notamment ces groupes géographiques. Je vous remercie. Merci de nous avoir fait revivre ou découvrir ce comité politique, effectivement, d'experts des 9 sur l'Europe de l'Est et l'isolement qui se comble progressivement des diplomates français et cet embryon finalement de CPE. Voilà, je pense que le temps est venu de passer aux questions. Nous avons une dizaine de minutes. Je me tourne vers Thierry. Oui, et ma question, c'est bon. Ma question s'adresse à Alexandre Chabert. Est-ce qu'on peut revenir sur Enrico Berlinguer et le compromis historique, parce que s'il a une durée de vie et aboutissant à un échec, est-ce que, à l'évidence, ce compromis historique, cette initiative politique, il lui fallait non seulement avoir l'accord de la majorité des dirigeants communistes du PCI, mais aussi, à l'époque, c'était un parti communiste de masse, donc avec de nombreux élus. Au travers de vos recherches, vous connaissez quand même les évolutions de la société, notamment dans des villes populaires comme Bologne. Mais en même temps, c'était une initiative totalement indépendante vis-à-vis du Parti communiste d'Union soviétique, et n'ayant pas recueilli d'ailleurs
pour avoir quelques souvenirs de jeunesse à cette époque, d'accord en France, mais pas seulement, de la part des partis communistes en Europe. Est-ce que, donc pour ne serait-ce que produire cette initiative politique et donc avoir forcément une majorité, est-ce que, en même temps, cela n'aurait-il pas en partie contribué à éviter que l'Italie rebascule dans un passé et donc dans le risque d'un nouveau régime autoritaire? Voilà. Est-ce que cette initiative politique a eu quand même, compte tenu de l'état, pour nature de ressaisir en quelque sorte, permettre un ressaisissement de la société italienne pour éviter le retour au pire? Oui, merci pour la question. C'est ce qu'on appelle, effectivement, je l'ai peut-être pas dit en allant vite, la période de la solidarité nationale. Donc c'est vrai que ça a rencontré un écho fort. Et paradoxalement, vous le disiez, et c'est vrai, au sein de la base, ça n'a pas toujours été compris. Pourquoi il faudrait que le Parti communiste, pratiquement du jour au lendemain, parce que les 3 articles de Berlinguer, s'étalent sur 3 semaines, mais prennent un peu tout le monde de court. Et bon, ça, j'allais dire, je pourrais y revenir, c'est un peu typique du Parti communiste italien, peut-être pas seulement lui d'ailleurs. Déjà, Luigi Longo, en 1968, quand il avait condamné la répression du printemps de Prague, avait pris tout le monde au dépourvu. Berlinguer fait pareil pour le compromis historique. Et son successeur un peu plus lointain, Achille Occhetto, refera la même chose quand il annonce en fait la dissolution du parti. Donc ce côté annonce surprise, finalement, s'inscrit dans une sorte de tradition communiste italienne. Mais c'est vrai que moi, j'ai lu dans les archives, j'ai retrouvé des lettres de militants qui rendent même leur carte, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le Parti communiste italien, du jour au lendemain, doit composer, sans aller jusqu'à parler d'alliance, même si de fait c'est le cas, composer avec celui qui a toujours été son rival. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cette dichotomie entre les rangs du parti et la réaction de la société dans son ensemble. Donc est-ce que l'attitude du Parti communiste a eu une incidence dans le fait d'éviter à l'Italie, parce qu'il y a eu des tentatives de coup d'État, y compris un coup d'État, tentative de coup d'État d'extrême droite qui a très vite avorté, enfin qui n'a pratiquement pas existé? Je dirais oui, parce que après cette ambivalence initiale, le PCI a été clairement du côté des institutions de la démocratie, ce qui lui a valu aussi énormément de critiques sur sa gauche, ce qui n'a pas toujours été compris. Vous parliez de Bologne. À Bologne en 1977. Quand des manifestations étudiantes de groupes étudiants d'extrême gauche, voire d'ultra-gauche, dont une partie après bascule dans les groupes terroristes, c'est le PCI qui est pris pour cible. Parce que le PCI fait réprimer les mouvements et est contesté jusque dans sa base. Donc c'est vrai qu'il y a cette dichotomie-là dans ce rapport me semble-t-il, qui est intéressant à souligner, oui, tout à fait. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'avais 2 petites questions. Une pour Mathieu Baudron. C'est hyper intéressant ce comité. Est-ce que vous avez pu faire ou essayer d'esquisser une prosopographie des experts? Enfin, comment ils ont été recrutés, les filières, le background, et question un peu connexe, mais est-ce qu'il y a un rapport à l'os politique, par exemple? Est-ce que ça influe? Enfin, faut voir les trajectoires en fait. Et ma deuxième question, c'était pour Judith. Je me demandais si le CRS, qui a beaucoup intervenu ensuite sur la question portugaise, avait suivi la ligne pendant la campagne de ne pas parler du Portugal, ou est-ce qu'il fait cavalier seul? Je ne sais pas. Merci pour la question. Je vais répondre très rapidement. La réponse est non. Pas dans le cadre de ce travail-là, mais par contre, oui, effectivement, je vous rejoins. Il y aurait un grand intérêt à regarder d'un peu plus près les trajectoires de ces diplomates, de les identifier, de voir comment ils se positionnent. Est-ce que même il y a des évolutions dans leur positionnement sous l'effet de ces évolutions qui sont celles impulsées par le chef de l'État et les différents gouvernements. Il y a effectivement beaucoup à faire de ce point de vue-là. Oui, parce que en fait, on connaît les diplomates, on sait qui ils sont dans ce type d'organismes et d'instances. Et puis, les carrières des diplomates sont très bien documentées et on a accès à beaucoup de choses.
Alors, sur le CRS, dans la mesure où là, je regardais vraiment le candidat Mitterrand, je ne sais pas s'il y a eu des remous en interne dans certaines fédérations, etc., mais à l'échelle, en gros, des prises de parole nationales, dans la presse nationale, etc., moi, je ne l'ai pas vu. Et de toute façon, les dissonances, elles s'expriment à partir de l'été 75 surtout, de l'affaire, en fait, au moment où la gauche portugaise elle-même explose, en fait, et à ce moment-là, ça fait rejouer les tensions en France. Et en fait, elle est hyper... cette expression du courant de Chevènement, elle est de sa différence et de sa plus grande sensibilité à la cause communiste portugaise, au lien avec les mouvements des forces armées, etc. Il s'exprime par ailleurs de manière peu linéaire aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en fonction du congrès de Pau, etc., aussi ces accords internes à l'échelle du PS et les liens et dans les tractations avec le Parti communiste, dans les tensions de cette union de la gauche, font qu'à des moments, le CRS s'exprime et à d'autres, il se tait. Donc là, j'aurais tendance à penser que même en allant regarder du côté des fédés, etc., ce moment-là doit être à peu près unitaire, quoi. Alors, peut-être que tu l'as vu sur d'autres sujets, mais voilà, que ce soit international ou sur d'autres sujets, j'ai pas l'impression que ce soit la partition qu'ils aient jouée du tout dans la campagne. Voilà. C'est pour Judith également, pour rebondir sur la question. Quand tu nous as dit, donc, on parlait peu du Portugal, c'est vrai que ça m'a surprise. En même temps, je me suis dit, mais oui, elle a raison. Est-ce que tu crois que c'est, alors, je sais pas du tout, hein, mais est-ce que ça serait pas aussi lié au fait que le Chili est tellement omniprésent, omnibulant, même, je sais pas si je peux utiliser ce néologisme, que du coup, le Portugal serait un petit peu moins d'actualité. Enfin, je sais pas. Parce que le Chili, c'est tellement obsédant pour eux. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhension et de la réelle incertitude quant à la situation portugaise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la situation portugaise elle va se clarifier, où les tensions entre le Parti communiste portugais et le Parti socialiste portugais vont s'afficher, à partir de là, on associe les deux. C'est-à-dire que l'un n'écrase pas l'autre et même on les lie. Et dans toutes les querelles à partir de 77, au moment où s'expriment plus fortement les dissensions, c'est ni périr comme au Chili, ni trahir comme au Portugal. Et donc vraiment, il va y avoir une espèce d'articulation des deux. Et donc, en ce tout début 74, il y a clairement le Chili qui est présent et toujours bien à l'esprit. Et on observe les deux en se disant quel rapport. Et il y a une vraie incompréhension parce que le Portugal, il rentre pas vraiment dans les cases de lecture habituelles. C'est-à-dire que les militaires, on les perçoit comme étant de droite putschistes. Donc là, le fait qu'ils puissent jouer un autre rôle, ça laisse quand même tout le monde un peu perplexe. Les socialistes, ils ont une vision, enfin, ça fait un moment qu'ils connaissent Soares, ils l'ont invité dans leur fédération à présenter son ouvrage, à parler du... Donc ils ne découvrent pas la situation, mais par contre, ils découvrent le rapport de force sur place, parce que Mario Soares, Cunhal rentrent au Portugal, et eux-mêmes, entre les forces de l'exil et les forces intérieures, enfin, c'est vraiment confus. Et du côté de Giscard, il y a une gêne parce que la France a soutenu globalement le Portugal dans l'OTAN. Alors c'est Victor Pereira qui en parlait dans un autre colloque. Moi, je n'ai pas encore regardé, mais apparemment, Anne a vécu au Portugal. Valéry Giscard d'Estaing a chassé dans les colonies portugaises, d'où part la Révolution. Donc, il y a aussi des liens qui font qu'on n'a peut-être pas envie, à ce moment-là, voilà, de faire émerger... c'est trop tôt, je pense vraiment. Et dès l'instant où on va à peu près voir, et on va voir ce qui peut être comparé ou pas au Chili, on associera les deux. Vraiment.